Madame, mademoiselles, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau de KTO Magazine. Un jour, presque par hasard, on se rend compte que nos parents sont devenus vieux. Les handicaps venant, nous nous demandons s'ils pourront rester dans leur logement. Certains pensent immédiatement à la maison de retraite. Comment traiter ce sujet si important? Comment aborder ces questions avec nos parents? Comment discuter de ces problèmes avec les frères et sœurs? Comment décider sans choisir à leur place ni se laisser dévorer par nos propres sentiments? Comment leur témoigner nos marques d'affection? Autant de questions que nous nous poserons ici sur ce plateau aujourd'hui avec trois invités. Colette Guedj, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes professeure à l'université de Nice, Sophia Antipolis, chargée de mission à la culture à l'université de Nice. Vous êtes auteur de 4 livres, Le baiser papillon, livre plébiscité, publié en 1999, Ces mots qui nous consolent, toujours publié aux éditions Jean-Claude Lattès, Le journal de Myriam Bloch, et puis L'heure exquise, un livre donc qui nous concerne directement et dont il sera largement question dans cette émission aujourd'hui. À vos côtés, docteur Agnès Sarraud. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes gériatre, vous êtes auteur également de plusieurs livres, Mes parents vieillissent, des réponses pratiques aux questions que je me pose aux éditions Bonneton et Comment les aider à bien vieillir, toujours aux mêmes éditions. Et puis troisième invité, Agnès Vincent, bonjour. Vous êtes, cadre hébergement, résidence des Bords de Marne à Bonneuil. Vous êtes une sorte d'interface entre les personnes âgées, les familles et les médecins, donc au cœur, je dirais, de ce rouage. Tout de suite, le reportage du jour. Yves Couan, vous allez voir, a rencontré 3 femmes qui ont testé pour leurs parents toutes les possibilités, mais sans succès. Alors, tout simplement, eh bien, ces 3 femmes se sont lancées elles-mêmes dans un nouveau projet. Regardez. Comment bien vieillir? Question récurrente pour ces 3 amies. Parmi elles, Thérèse Claire, 78 ans, elle a dû gérer le vieillissement de ses parents. Sa mère est décédée en 97, elle était très malade, grabataire à la fin de sa vie. Thérèse s'est occupée d'elle pendant 5 ans. Heureusement, ils avaient suffisamment de moyens pour avoir une personne qui a vécu avec eux, qui a été remarquable d'ailleurs. Mais moi, ça veut dire que les week-ends et les vacances, j'ai jamais connu pendant 5 ans, parce qu'il fallait que cette jeune femme prenne aussi son repos de salarié. Donc c'est extrêmement lourd. Thérèse a cherché une solution pour ne pas être une charge pour l'entourage, mais aussi pour s'approprier son propre vieillissement. Pour elle, le maintien à domicile à tout prix n'est pas satisfaisant. Une fois que l'aide médicale et l'aide soignante et l'aide ménagère est passée, cela veut dire que les personnes âgées restent au moins 20 ou 21 heures seules dans leur appartement, avec l'ennui que cela suppose et la solitude, avec les dangers que cela suppose, qu'ils tombent et sont incapables de se relever, qu'ils oublient de fermer le gaz qui continue à filer et faire exploser la maison, qu'ils se blessent. Il y a de multiples dangers avec des gens dont les 5 sens sont quand même un peu émoussés. Pour toutes les 3, le placement en maison de retraite ne représente pas davantage une alternative séduisante. Même dans le cadre des foyers logements où chacun est dans son appartement, c'est pas d'une folle gaieté, c'est vraiment une maison de retraite qui met en retrait. Nous avons voulu un lieu de vie. Nous sommes en vie, bien en vie, âgés c'est vrai, mais bien en vie. Et plutôt qu'une maison de retraite, nous avons voulu un lieu de vie qui va se déployer à travers les 4 piliers de la maison, à savoir autogérée, solidaire, citoyenne et écologique. Ce lieu de vie, c'est la maison des Baba Yaga. Baba Yaga, les sorcières des légendes russes, c'est le nom choisi par ces 3 copines pour ce projet innovant. Financé par le Conseil général et l'Office HLM de la ville, le bâtiment comptera 20 studios aménagés pour des personnes handicapées. Mais c'est surtout dans la vie collective que les femmes s'aideront à bien vieillir ensemble. La solidarité, c'est au niveau du corps, parce qu'en vieillissant, on s'aperçoit déjà que on a un petit peu de mal à se mouvoir, un peu de mal à se lever. Des fois, on a de l'arthrose dans les mains. Couper une viande, c'est difficile. Lasser les chaussures. Jusque-là, je me demandais toujours pourquoi est-ce que les personnes âgées avaient des chaussures comme des mocassins où il n'y avait pas de lacets. Et je commence à percevoir qu'aujourd'hui, se pencher, lasser les bottillons, et ben on souffle et on perd un peu l'équilibre. Et c'est des petites déchéances comme ça qui sont pas de l'ordre de la maladie, mais qui sont de l'ordre de la déficience que nous soignerons dans la solidarité.
Rester elles-mêmes jusqu'au bout, c'est la volonté de ces femmes animées par l'envie de vivre leur vieillesse tout en prolongeant leur vie personnelle. Finalement, j'y trouve actuellement un certain plaisir à vieillir. Je trouve qu'on n'a plus rien à prouver, sinon à être soi-même. On ne prouve plus rien aux autres. On est soi-même et on me prend comme je suis. Et ma foi, j'ai autour de moi tellement d'amitié que apparemment, on a l'air de me prendre avec plaisir. À travers ce projet, l'objectif est aussi de faire évoluer les mentalités, changer l'imaginaire social de la représentation du vieux. Regarder les personnes âgées comme des individus et non pas comme des paquets, dans le pire des cas, comme des personnes dont il faut s'occuper, dont il faut penser pour elles. Elles sont capables de penser, de réfléchir. On a trouvé une belle phrase de Finnicott qui dit « Oh mon Dieu, faites que je sois vivant quand je mourrai ». Oui, c'est ça. On ne sait pas comment on sera, je veux dire. Mais voilà, c'est l'exigence vis-à-vis de soi-même d'être vivant quand on mourra. Voilà, ça c'est une belle... quelque chose qui nous a beaucoup plu. La maison des Baba Yaga devrait ouvrir au printemps 2008. Point essentiel, elle n'accueillera que des femmes habituées à la vie collective. Une médiatrice extérieure viendra leur rendre visite. Les Baba Yaga ont un principe, ne jamais se coucher fâché. Retour sur ce plateau, madame, je vous ai vu réagir à plusieurs reprises pendant ce reportage. Ah oui, d'abord, je trouve ces femmes absolument énergiques, fantastiques. Vraiment, elles rayonnent, on le sent. Et c'est une belle image des femmes qui vieillissent. Ce sont des femmes, on n'a pas vu d'hommes d'ailleurs, mais bon. Elles sont révélatrices un peu de... Écoutez, elles sont surtout révélatrices d'une envie de changer les choses. J'ai beaucoup aimé le terme s'approprier sa vieillesse. On s'approprie sa vieillesse, on vit, on n'est pas non plus des choses, parce que c'est un peu la question que je pose dans mon livre aussi. Donc on n'est pas des choses, on est des individus, on est des personnes vivantes, et on voudrait rester vivantes jusqu'au bout. Alors précisément, pourquoi avoir écrit ce livre ? On sait que vous avez publié le Baiser papillon, hein, qui a été un très très grand succès dans les années 90. Et là, maintenant, ce livre sur votre mère, hein, qui était à la recherche d'une maison de retraite, donc précisément correspondant au thème du jour. Et vous avez eu en fait un mal fou à en trouver une qui puisse correspondre à vos critères. Oui. En fait, ce livre-là, c'est un peu la quintessence de toutes les maisons de retraite que j'ai visitées, que j'ai vues, que j'ai observées. Et il ne s'agit pas de généraliser non plus. On ne peut pas dire la maison de retraite, c'est quelque chose d'atroce. Non. Simplement, moi, mon expérience à moi m'a conduite à visiter tous ces lieux et puis à me rendre compte que vraiment il y avait beaucoup de travers qu'il faudrait essayer de restaurer. Oui, donc, quand vous parlez de beaucoup de travers... Oui, c'est un euphémisme. C'est un euphémisme, oui. Parce qu'on a l'impression qu'à travers ce livre, plus qu'une investigation, en fait, c'est une sorte de pamphlet. C'est un pamphlet, mais c'est un pamphlet qui n'est, j'ai envie de dire, même si ça paraît paradoxal, ça n'est pas polémique, ça n'est pas agressif, ça n'est pas offensif, c'est caustique, ce qui est un petit peu différent. J'ai l'impression qu'en fait, on peut pointer du doigt, je dirais, les travers de notre société, parce qu'il s'agit quand même bien de cela. Comme autrefois, on écrivait des sottis, c'était ça, on écrivait une sottise, c'était une pièce de théâtre où on pointait les travers de la société du temps. Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire, mais si vous voulez, la grande, ça c'est l'arrière-fond ou l'arrière-plan, mais le gros plan, c'est le dialogue entre une mère qui vieillit et sa fille. Ouais. Alors pour revenir sur ce Pardon, premier... excusez-moi, je voulais juste vous dire à propos du pamphlet, pardonnez-moi. Il y a aussi quelque chose, enfin, l'une de mes armes, j'en ai deux d'armes quand j'écris, c'est la poésie, que j'ai beaucoup utilisée dans le Baiser papillon, c'était après le mort de ma fille qui a été transfusée et qui a eu le sida. Et donc je lui ai fait un tombeau, comme on dit en littérature, et c'était un tombeau de poésie poétique. Et puis le cynisme aussi, un peu d'un côté. Oui, alors il y a la poésie pour moi et l'humour. Et ici, c'est de l'humour. Parfois, ça peut être de l'humour noir, effectivement. Parfois, il y a une sorte de cynisme, mais qui n'est jamais inhumain, je veux dire, de ma part. Il me semble qu'on peut dénoncer précisément ce qui ne va pas dans notre société, en tout cas par rapport aux personnes âgées. Il faut les dénoncer, non pas d'une façon polémique, mais en dédramatisant
et en essayant de faire rire aussi, exclusivement pour ne pas qu'on s'apitoie. Voilà. Ouais. Le faire rire, ça n'est pas se moquer, c'est éviter de s'apitoyer et susciter l'indignation du lecteur. Ah, c'est vrai que ce livre est une quintessence de tout ce que vous avez pu voir autour de vous. Oui. Alors, on va en lire quelques extraits, d'abord pour que les téléspectateurs se rendent compte un peu de votre écriture très, très relevée. Alors, vous décrivez là une scène. « Ne criez pas, cela ne sert à rien d'ameuter tous les tâches. Ce n'est pas pour cela que ça ira plus vite. Si on vient pas, c'est qu'on ne peut pas. Allez vous plaindre au directeur. » Une autre scène, la télévision. « Vous voulez voir le journal de 20 heures? Pourquoi n'avez-vous pas demandé tout à l'heure quand je suis passé? Vous avez oublié? Bon, je reviendrai dans un moment, quand j'aurai fini les tâches. Il n'y a pas que vous ici. Vous voulez qu'on vous réchauffe, là c'est une troisième personne, vous voulez qu'on vous réchauffe le plat, mais c'est votre faute si c'est froid, vous n'avez qu'à manger plus vite. Cessez de m'appeler, vous savez bien qu'entre midi et 3 heures c'est la pause, personne ne peut répondre. Vous avez mal au dos ce matin, je le dirai ce soir à l'infirmière. Vous faire prendre une douche, vous n'y pensez pas, c'est trop dangereux, je suis seul ici, je n'ai pas envie de me casser les reins. Vous voulez aller aux toilettes, attendez un peu, vous ne pouvez pas attendre, ce n'est pas grave, vous avez des couches, ça vous gêne? Ah, vous faites la difficile, encore heureux que l'on ne vous mette pas des sacs en plastique comme ça se fait dans d'autres établissements. » Alors c'est vrai que là vous parlez de... Tout est vrai. Tout est vrai là-dedans. Tout est vrai, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. Ah oui, donc c'est un peu à l'image de Madame Vasseur qui décrit les situations dans les hôpitaux ou dans les prisons. Oui, vous décrivez vraiment ce type de situation dans les maisons de retraite. Oui. Et là, et je n'ai rien inventé. Vous n'avez rien inventé. Hélas, j'aurais préféré inventer. Et là, effectivement, c'est d'autant plus difficile pour vous de vivre ça et de l'écrire qu'il s'agit vraiment de votre mère qui est passée par là. Vous avez vu votre mère pleurer. Elle pleurait sur sa solitude totale, dites-vous, physique et morale. Elle appelait sa mère et son père, morts depuis 50 ans. Elle exigeait que tous ses enfants soient présents auprès d'elle. Donc là, c'est la solitude vraiment des personnes âgées, derrière elle, que vous décrivez également. Oui. C'est la solitude alors qu'elle est dans une maison de retraite et que de toute façon, elle se sent abandonnée. Mais bon, évidemment, elle se sent abandonnée physiquement, probablement pas, parce on la prend en charge, mais moralement, psychologiquement. À partir de quand la vie n'est plus possible chez soi, précisément, pour une personne âgée, d'après vous? Alors écoutez, je vais vous parler de mon expérience. Ma mère a vécu chez elle pendant un certain nombre d'années, enfin, plus exactement, quand mon père était vivant. Tous les deux étaient chez eux, il y avait du personnel autour d'eux, nuit et jour d'ailleurs. Et lorsque mon père est décédé, ma mère est restée seule dans sa maison. Et c'était une maison, elle habitait à Cannes, moi j'habitais à Nice, ses enfants étaient un petit peu dispersés. Et je me suis rendu compte que ça n'était pas non plus la solution. Parce que très souvent, quand j'allais la voir, je la voyais, elle était cantonnée dans sa chambre parce que c'était trop difficile de la lever. Au fond, les mêmes problèmes étaient là. C'était trop difficile de la lever, donc on l'a laissée dans sa chambre. Pendant ce temps, le personnel, je dis le personnel parce que c'est plus pratique, les aides-soignantes étaient dans le salon, elles regardaient la télé. Parfois, je suis arrivée au moment du repas et je me disais, il y a des gens qui sont là pour lui faire la cuisine. Eh bien non, on était allé chez le traiteur chercher des bouchées à la reine parce que c'était plus facile, ou des carottes râpées, ce qui n'était pas tellement bien du point de vue de la cuisine. Donc je veux dire que lorsqu'on n'est pas là pour contrôler, il faut dire les choses comme elles sont. Quand on ne vit pas dans la même maison, c'est l'éternel problème. Si on vivait tous ensemble, les choses seraient différentes. Eh bien, parfois, finalement, enfin, on retrouve à nouveau les mêmes problèmes. Oui, parce qu'il y a aussi la possibilité de l'apprendre chez vous. Ça, vous aviez évoqué vous-même cette possibilité. Bien sûr. Et j'en rêve aussi. Au détour d'une page, je rêve aussi je fais beaucoup de rêves aussi dans mon livre. Oui. Et je rêve que finalement, je vais la sortir de sa maison de retraite, je la kidnappe et je l'amène dans une grande maison au bout du monde où elle aurait une nounou, même 2 nounous, même 3 nounous, où on aurait une maison de plein pied, où on pourrait se promener et où on pourrait être au bord de l'océan et d'un côté la montagne. Enfin, je rêve effectivement. Et en attendant, la réalité est là. Oui, c'est ça. Je n'ai pas pu la prendre chez moi parce qu'il y a trop d'escaliers, parce que et puis vous dites vraiment très clairement que ça risque de perturber également votre couple. En fait,
beaucoup de gens me l'ont dit, des psychologues en particulier, à qui j'ai quand même demandé conseil et qui m'ont dit, écoutez, il y a les bonnes intentions, c'est bien, mais après, il y a la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, il faut quand même aussi penser que vous avez un mari, des enfants, et que malgré tout, bien que mon mari fasse vraiment le maximum réellement, c'est quand même pas la même chose et vous n'avez pas non plus le droit de sacrifier votre vie de couple à cause de la façon dont on vit actuellement. Je parle aussi du Maghreb, par exemple. Je sais qu'au Maghreb, il y a les grandes maisons, les patios, avec l'aïeul, avec les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Ça, c'est une structure archaïque, dans le meilleur sens du terme, du point de vue ethnologique, si vous voulez. Bon, ça, c'est merveilleux, parce que la société s'y prête. Mais notre société moderne ne s'y prête pas. Oui. Et puis, sans compter, comme je vous dis tout à l'heure, les escaliers de tous les côtés. Il y a des escaliers, comment faire ? Oui. Mais c'est vrai que pour parler de notre société à l'heure actuelle, la vieillesse fait peur. Hein. On a l'impression que la mort pointe à l'horizon et qu'on a tendance à la diaboliser un peu, au lieu de vivre avec. Ce qui fait peur, ce n'est pas de mourir, c'est de vieillir mal. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce reportage où ces femmes vraiment se prennent en main. J'espère que ces Baba Yaga, ça va bien marcher, parce que là, on sent qu'elles ont un projet. Mais effectivement, elles se prennent en main et quand on les voit, on n'a pas peur de la vieillesse. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait l'une d'elles en disant que justement, le moment où on vieillit, c'est le moment où on n'a plus rien à prouver à personne et où on peut précisément s'épanouir comme on a envie de l'être, si tant est que le corps suive. Eh oui. Docteur Agnès Sarraut, vous êtes gériatre. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, en fait, on ne prépare pas suffisamment les gens à la vieillesse. Hein. On la découvre un peu subitement, lorsqu'on est confronté à la maladie ou à la perte d'un proche, mais il faut un événement majeur en fait pour en prendre conscience. Tout à fait. Tout à fait. C'est justement souvent au cours d'une hospitalisation que finalement, que ce soit la personne âgée ou son entourage familial, que tout le monde réalise qu'il y a besoin réellement de mettre en place des aides. Voilà, c'est souvent un événement brutal qui fait tout basculer de l'autre côté. Il y a un certain équilibre et puis un jour tout bascule. Et ce jour-là, il faut prendre un tas de décisions dans l'urgence. Et c'est ces situations-là qu'on essaye de plus en plus d'éviter. Et l'idéal, ce serait de préparer à l'avance. Oui. Alors justement, c'est vrai que la société est mal préparée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après vous? Qu'est-ce qu'il faudrait comme remède, visiblement, à ce mal qui sévit aujourd'hui? C'est bien difficile dans notre société aujourd'hui, où c'est vrai qu'on est dans une société qui prône le jeunisme. On parle peu des personnes âgées, où on parle des personnes âgées qui vont bien. Mais des personnes âgées physiquement dépendantes ou intellectuellement ralenties, notre société n'est pas préparée. Alors je pense que c'est à travers de multiples expériences, comme celle qu'on vient de voir dans le reportage. Ce reportage, il m'a beaucoup plu. Ce qui est important quand on vieillit, finalement, c'est de garder une vie sociale. Et c'est difficile quand on est isolé, quand on ne peut plus bouger parce qu'on ne peut plus aller voir ses amis ou parce qu'ils sont décédés, on ne peut plus aller voir ses enfants. Et ce reportage montre que ces femmes gardent une vie sociale et c'est le moteur. L'isolement, c'est vraiment le pire ennemi de la vieillesse. Mais cet isolement n'est-il pas inéluctable, finalement ? Eh bien, justement, c'est à travers des expériences originales comme celle-ci qu'on peut lutter contre. C'est vrai que la vie urbaine favorise l'isolement. Et donc, ce qu'on essaye de développer, c'est de plus en plus les réseaux entre les professionnels, enfin les libéraux, les gens qui travaillent en ville, l'hôpital, les institutions, pour que la personne âgée ne soit pas isolée mais prise en charge globalement dans la ville. Hein, donc au départ chez elle, et puis après cette personne, elle n'est pas inconnue quand elle va aller à l'hôpital. Puis à l'hôpital, si on décide un jour qu'elle aille en maison de retraite, elle est presque déjà connue de cette maison de retraite. Ouais. Donc il faut établir un suivi en quelque sorte, hein, c'est ça? Oui, en fait, personnalisé. On tend vers ça. C'est-à-dire que maintenant, l'idée, on sait un peu mieux prendre en charge les personnes âgées à l'hôpital. On développe de plus en plus de services de gériatrie, entre autres à l'assistance publique. En institution, on fait peut-être un peu mieux qu'il y a quelques années, même si c'est loin d'être parfait. Et puis finalement, là où il y a un grand vide, c'est en ville. Et c'est ça qu'on doit développer. Et donc c'est en développant les structures d'aide aux personnes âgées et puis en travaillant ensemble, en réseau, qu'on va améliorer sûrement la prise en charge de nos personnes âgées. Alors avant de parler de votre livre, j'aimerais qu'on parle un peu de vous. Pourquoi vous êtes lancé dans cette spécialisation précisément en médecine? On a envie, quand on est jeune, d'ouvrir les yeux sur un monde peut-être plus vivant,
entre guillemets. J'ai pas fait médecine pour m'occuper des personnes âgées, même si plus jeune, j'avais été très proche de mes grands-parents et je m'étais dit un jour que j'aurais un métier en rapport. Et puis finalement, quand j'ai fait médecine, j'y pensais plus du tout. Et puis je m'y retrouve. Donc ça montait à la surface. M'ont quand même beaucoup marqué. Et puis après, c'est un stage d'interne. Donc c'était à Créteil, chez une jeune chef de service qui avait une quarantaine d'années, qui est toujours d'ailleurs très dynamique, très gaie. Et puis j'ai découvert qu'en fait c'était un domaine où il y avait 1000 choses à faire, où quand on arrivait jeune, plein d'entrain, on était accueillis par rapport à d'autres spécialités où tout est déjà fait, où là c'est une spécialité où encore tout est à créer. Il faut inventer tous les jours. Oui, justement, est-ce qu'on peut, quand on est jeune et entreprenante, révolutionner précisément le système? C'est difficile. Y a-t-il une pesanteur qui fait que... C'est difficile, la pesanteur de l'hôpital, bien sûr, mais par petites touches, on arrive quand même à modifier les choses. Et puis, il y a quand même une grande sensibilisation aujourd'hui, peut-être même encore plus depuis la canicule, de l'ensemble du personnel médical, des directions d'hôpitaux aussi. On parle, par exemple, l'assistance publique, dans son nouveau plan stratégique pour les années à venir, a mis la personne âgée en avant. C'est la première fois. Ouais. Donc là, il y a une volonté délibérée des pouvoirs publics quand même d'agir dans ce sens et de s'en donner les moyens. C'est une première, en fait. Tout à fait. Et pour moi, m'occuper d'une personne âgée, c'est pas triste. On me dit toujours, tu fais un métier difficile, c'est horrible parfois, et c'est pas du tout le cas. Je dirais même que s'occuper des personnes âgées, certes, on voit parfois des décès, mais c'est dans le... Vous dites parfois, ça doit être souvent quand même, non? Pas tant que ça. Ça dépend dans quel domaine on travaille. Oui, j'en vois, mais pas plus qu'un réanimateur. Vous savez, quand les enfants sont hospitalisés en pédiatrie longtemps, c'est souvent qu'ils ont des maladies graves et il y a des décès aussi. Et moi, ça m'avait choquée. Et je me souviens, quand j'ai fait mon stage en pédiatrie, le reste de la journée, j'étais pas bien. Peut-être qu'on est un peu plus paisible en gériatrie, puisque ça fait partie de la vie, de l'ordre des choses, que quelqu'un décède. Après, ce qui est important, c'est la façon dont on va accompagner cette personne. Et voilà. Mais on est aussi beaucoup dans des projets de vie. Quand un patient est hospitalisé, tout de suite, on va penser au projet qu'il y a derrière, la sortie. Ouais. Et accompagner cette personne, précisément, ça correspond à quoi? Alors, justement, mon métier de médecin ne se limite pas à soigner, mais il y a tout le côté prise en charge, je dirais, écoute, conseil, et tout ça. Beaucoup d'écoute, prendre du temps. Y compris des familles. Alors voilà, une fois par semaine, j'accueille les familles, mes collègues font exactement la même chose, avec souvent l'assistante sociale, pour construire le projet après la sortie de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a souvent tout à construire. Alors c'est vrai que votre livre est un guide pratique, parce qu'on peut parler également de votre livre, comment les aider à bien vieillir. Mes parents vieillissent, ils se retrouvent confrontés à cette situation. Alors vous donnez des recettes très, très à la fois techniques et pratiques. Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur quelques questions, je dirais presque essentielles, que vous posez dans votre livre? Comment puis-je les aider à rester en forme le plus longtemps possible? Par rapport à cette question, qu'est-ce que vous en dites? Alors, j'insiste bien, c'est les aider. Ils restent maîtres de leurs décisions. Ça, c'est vraiment important. Après, peut-être que nous, les enfants, on est là pour leur donner des idées sur tout ce qui existe, et on peut peut-être via Internet leur donner un peu les moyens pour avoir envie de faire des choses. Donc après, c'est aussi bien s'inscrire dans un club du 3e âge que de faire des voyages organisés, que d'aller dans un foyer, dans un restaurant municipal où on se retrouve entre personnes de la même génération. Voilà, c'est leur donner des idées un peu pratiques. Et donc, je trouve que les enfants doivent être là pour les lancer. Oui. Alors, le rôle des enfants n'est pas toujours évident. Comment les aimer précisément quand tout se brouille aussi un peu dans leur tête? Ça, c'est la question centrale, finalement. Oui. Alors, je pense... Toujours, moi, ce qui me paraît fondamental, c'est de rester dans le même mode de relation qu'avant. C'est-à-dire respecter ce lien enfant-parent et ne pas inverser les rôles.
où ça peut devenir très désagréable pour les aînés. C'est pas parce qu'on pense plus lentement, qu'on marche plus lentement, qu'on n'arrive plus à mettre ses médicaments dans le pilulier, qu'on est complètement qu'on ne sait plus penser. Exactement. Et même quand on a des maladies de type Alzheimer qui touchent la mémoire, on a encore des capacités pour apprécier des choses, pour participer à un choix, même si on oublie, à un moment donné, on est capable quand même de donner un avis, sauf vraiment quand la maladie est très très évoluée. Mais, ne pas infantiliser les parents, hein. Ça vous le dites vous très clairement aussi dans votre livre. Écoutez là avec beaucoup d'attention évidemment. Moi j'ai vu précisément des aides-soignantes et alors là vraiment je m'en suis indignée très très durement quand on les appelle allez la petite mamie debout. Je dis mais non c'est pas la petite mamie, elle s'appelle Madame Untel. Elle est justement intégrée dans une société. Vous lui enlevez le défunt, je vais vous dire, étymologiquement, parce que j'aime bien l'étymologie, étant donné que c'est un peu ma partie, mon métier. Le défunt, c'est parce que vous êtes professeur de langue, oui, je dis ça aux téléspectateurs. C'est celui qu'on a privé de fonctions, donc des fonctions physiologiques, mais aussi des fonctions sociales. Hein bon, donc lui dire la petite mamie ou alors la tutoyer, j'ai vu des gens tutoyer, je trouve que ça c'est absolument insupportable et ça ne peut pas, je crois qu'on ne peut pas admettre, c'est inadmissible. Parce que justement on les infantilise, on les dépersonnalise et elles n'ont plus d'identité. Voilà. Alors là, et ça évidemment. Alors là il y a un passage très 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 dur là-dessus. Alors, le nerf de la guerre, finalement, c'est bien sûr l'argent, mais derrière tout ça, c'est le personnel. Il y a un personnel aujourd'hui qualifié, et est-ce que ce personnel existe? Parce qu'on est en manque de personnel aujourd'hui, non, semble-t-il? De toute façon, à l'hôpital, il n'y a pas assez de monde, ça c'est évident, c'est dans toutes les spécialités, peut-être encore plus en gériatrie, parce que ce n'est pas la spécialité la plus attractive, mais c'est aussi notre société qui ne la rend pas attractive. Donc c'est évident que... oui, il manque d'infirmières, on manque d'aides-soignantes, on manque de médecins. Et sur la formation? Alors la formation, quand même, il y a des efforts, mais c'est pour les nouvelles, c'est vraiment les nouvelles générations qui sont formées à la gériatrie. Les médecins, c'est très récent. Moi, je ne savais même pas ce que c'était que la gériatrie pendant mes études. C'était des services que je fuyais. Je comprenais pas ce qu'on y. Enfin, j'avais l'impression qu'on n'y faisait pas grand-chose. Et en fait, c'est pas. Les infirmières aujourd'hui ont un stage obligatoire, mais c'est les nouvelles générations. Voilà. En fait, c'est peut-être le personnel de ville qui est le moins formé. Mais même nous, les médecins, on fait un effort de formation des soignants en permanence. Et puis on doit tout le temps se remettre en question, formation sur la maltraitance, parce qu'on peut être maltraitant sans s'en rendre compte de façon involontaire, formation sur comment respecter et parler à une personne âgée. Et il faut, comme les équipes tournent énormément, il y a un gros turnover, il faut sans cesse se remettre en question, refaire des formations. Voilà. Ouais. Bon bref, on sent que le chemin est encore long devant vous. Troisième invité, Madame Agnès Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, cadre d'hébergement. Alors ça consiste en quoi précisément? Alors moi je suis de profession infirmière et en fait mon rôle consiste à encadrer les équipes aides-soignantes, les équipes qui sont sur le terrain. Et je suis à l'interface entre donc, les familles et les résidents. Donc j'accueille le résident pour un premier contact avec l'institution, avec sa famille. On va essayer de faire connaissance. C'est vrai que j'ai la chance de vous écouter parler de votre expérience douloureuse, enfin de choses que vous avez vécues, c'est difficile. J'ai la chance de travailler dans une résidence où justement il y a un projet et on essaye d'aller de l'avant. Et quand je voyais ces dames tout à l'heure sur le reportage, je pense qu'au sein de l'institution où je suis, il y a justement une vie sociale où les personnes ont ce désir encore de vivre. Enfin, en tout cas, nous, on est là pour essayer de porter ce désir et de faire en sorte que la vie continue. Voilà, on rentre en maison de retraite, c'est pas le ghetto, c'est pas la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Et à l'intérieur de cette structure, il va y avoir des échanges entre le quartier, entre des enfants, des activités proposées. Ce sont les résidents qui vont proposer, choisir leurs activités. Donc on va en fait les mettre au cœur du projet. Et d'ailleurs, ce qui est symbolique sur notre organigramme, c'est qu'en haut de l'organigramme, c'est pas le directeur, c'est les résidents. Donc les résidents participent, participent au conseil d'administration, au conseil d'établissement. Il y a un conseil des résidents une fois tous les 2 mois. Et c'est eux qui vont dire ça va pas, ça c'est inadmissible, parce que je veux dire, on n'est pas non plus parfait. Mais nous, en tant que personnel, on est là à leur écoute. On a aussi bien sûr des limites de moyens,
mais on essaye de tenir compte de leurs souhaits, de leurs projets, de leurs critiques, parce que c'est eux qui vivent dans la résidence, donc c'est eux qui vont pouvoir dire ça va pas. On a l'impression que c'est une résidence modèle par rapport à ce qui a été décrit tout à l'heure dans le livre de Mme Gaetano. Moi, je suis avec beaucoup d'attention ce que vous venez de dire, mais il me semble que ça dépend aussi de l'âge et de la manière dont la personne âgée en question, de l'état de la personne âgée. Donc ça, c'est très bien pour des femmes telles que nous les avons vues, elles prennent en charge, elles sont au conseil d'administration, etc. Mais d'autres personnes, comme ma mère, mais inutile de dire qu'il y en a tellement d'autres, je ne vois pas du tout comment on pourrait lui dire venez au conseil d'administration, ça c'est pas possible. Mais alors surtout ce que je voudrais dire, parce que je l'ai aussi remarqué, moi je l'ai mise dans cette maison de retraite parce que justement il y avait une vie sociale, hein, je le dis dans leur exquise, hein, je me disais il y a une vie sociale, il y a les psychologues qui vont l'entourer, et puis il y a cette vie sociale, les animations. Mais alors très souvent, je viens voir ma mère et elle est seule dans sa chambre, mais vraiment, quand je dis seule, c'est isolée, hein, parce qu'il faut encore différencier solitude et isolement. Et je dis, mais pourquoi n'est-elle pas avec les autres en bas à l'animation? Ah, parce qu'elle n'a pas voulu, et on pourrait elle n'a pas voulu, et on pourrait nous accuser de maltraitance si on l'a forcée. Alors, je dis, écoutez, tout de même, très souvent, je le sais, parce que j'ai dit plusieurs fois, j'ai dit, mais parfois elle dit, j'ai pas envie, puis on lui dit, allez, venez, puis après elle est très contente d'y aller. Donc dire ça, la retrouver seule dans sa chambre, hein, parce qu'elle n'a pas voulu y aller, il faut lui forcer la main un peu. Il faut un tout petit peu, quand je dis forcer, c'est pas la brutaliser. Susciter l'envie aussi. Mais susciter l'envie. Voilà, et ça ne se fait pas. Ce qu'on essaie de Sinon, faire, je vais la mettre chez vous, hein, vous allez me donner votre adresse. Hein. Avec les tiers, sauf que nous, on est intercommunal, donc on accueille des résidents, des communes. Bon, écoutez, on va changer d'adresse, on en discutera tout à l'heure. D'accord. Donc, ce que je voulais vous dire, oui, par rapport à l'envie, justement, c'est vrai que quand on accueille le résident, c'est souvent, d'ailleurs, difficile quand le résident vient la première fois. On le voit tendu, le visage fermé, c'est vraiment le premier contact. Et on essaye, donc on commence toujours par une visite de la résidence, avec c'est une aide-soignante qui fait la visite. Oui, excusez-moi, parce que là je dis pour les téléspectateurs, parce que vu de l'extérieur, c'est pas forcément évident à comprendre. Mais le fait de rentrer dans une maison de retraite correspond à une crise existentielle sans précédent, à la fois pour le patient et pour la famille. Hein. C'est très difficile. Parce qu'il faut faire le deuil finalement de tout un passé. Il y a un pas à franchir, une étape de vie, c'est très, très, très douloureux, très difficile. Donc ça veut dire qu'on quitte sa maison. Pour les familles, c'est aussi douloureux parce qu'il y a cette culpabilité, on a l'impression, même si on a fait le maximum, je ne vais pas dire d'abandonner son parent, mais c'est toujours un déchirement. Donc c'est vrai que le premier contact va être très important. On met beaucoup l'accent sur l'accueil. Et déjà après la visite, c'est vrai que le cadre est agréable, c'est lumineux. Donc déjà après la visite, on sent la personne se redresser et déjà avoir un peu, peut-être pas encore le sourire, mais en tout cas, après ce moment-là, donc il y a un temps d'entretien avec le résident. Et dès le départ, on explique aussi aux résidents le projet de l'institution, c'est-à-dire que pour nous, il est important que le résident soit acteur de sa vie, de ses choix. Et donc, on lui dit, écoutez, voilà, il y a tout un tas de services, d'activités qui sont proposées. Nous, on souhaite vraiment que vous soyez partie prenante. Bien sûr, on ne va pas obliger le résident à participer à toutes les activités. Par contre, il y aura une sorte d'accueil à la carte où, au cours de cet entretien, on va essayer de connaître le résident, de découvrir un peu son histoire et de noter des choses qui nous semblaient importantes. Et ensuite, dans un deuxième temps, s'il choisit d'y rentrer, puisque bien sûr on a besoin d'avoir l'accord du résident, on pourra retourner voir le résident et lui dire... Quelle tranche d'âge ? On accueille les résidents à partir de 60 ans, on a une dame qui a 104 ans. Donc, parce que c'est ça le vrai problème aussi derrière ça, c'est la cohabitation entre les différentes tranches d'âge. Vous faites comment justement pour trouver le bon équilibre? Parce que ça c'est soulevé vraiment dans votre livre, hein, madame. Oui. Vous disiez que votre mère était souvent à côté de personnes qui étaient vraiment entre guillemets des légumes. Hein. Je ne sais pas si c'est le mot que vous employez ou pas, mais... Grabataire, oui, qu'il était difficile pour elle d'entreprendre le moindre chemin de communication. Oui, évidemment. Donc, effectivement, c'est vrai qu'en général, vous me direz si c'est votre expérience aussi, mais en général, c'est vrai qu'il y a des niveaux. Alors on les met dans différents niveaux, mais enfin, cela étant dit, moi je sais que ma mère s'est fait agresser par une dame qui avait la maladie d'Alzheimer et qui était
hélas, très agressive et qui est allé lui arracher les cheveux. Enfin, ça s'est passé aussi devant moi, avant même qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Donc, bon, il y a ça aussi. Alors, il y a également des conseils, je crois, à prodiguer vraiment aux personnes âgées. Il faut qu'elles se prennent en charge, qu'elles se prennent en main. J'ai lu dans un livre qui n'est pas l'un des vôtres, mais qu'il y a tout un travail d'initiation à la patience. Vous faites ça, vous supportez les inconvénients de la vieillesse, sans maugréer, sans accuser autrui ou le ciel, forcément, parce que là, forcément, on cherche une cible obligée. Donc, il y a tout un travail d'approche psychologique. Il faut aussi les aider effectivement à accepter il y a des handicaps. Il y a aussi au cours du séjour à la résidence parfois des accidents vasculaires cérébraux avec une paralysie. Donc il y a tout un travail à faire pour aider les résidents. C'est souvent aussi encore une étape, un deuil à faire par rapport à l'image de soi, à ses capacités, à son autonomie. Donc un accompagnement, un soutien psychologique et puis un travail d'équipe aussi en partenariat avec bien sûr les aides-soignantes, les psychomotriciens, les ergothérapeutes qui vont être là pour aider les résidents à récupérer un peu ou à maintenir une autonomie et toujours avec le consentement du résident parce que en tant que soignant, c'est vrai que nous, on a envie que le résident aille mieux, qu'il guérisse, etc. Mais des fois, il faut aussi accepter que le résident a besoin parfois de passer par une phase de régression où il a besoin de rester dans son logement, de se reposer. Je crois que c'est à nous aussi à soutenir le résident. Il y a des passages difficiles. Mais je voudrais aussi vous poser une question, c'est la question peut-être à toutes les deux d'ailleurs, c'est la question du personnel soignant, que ce soit le médecin, que ce soit les infirmières. Bon, moi j'ai malheureusement retiré ma mère d'une maison de retraite à la suite d'une fausse route qu'elle a faite, puisque c'est le terme consacré me semble-t-il. J'ai toujours envie d'ailleurs de dire fausse couche, je ne sais pas pourquoi, lapsus. Bon, et le médecin qui était là, qui était fausse route, il faut dire aux téléspectateurs, donc c'est l'aliment qui passe dans le mauvais canal en fait. Voilà, exactement. Et qui va dans les poumons au lieu de... Elle a failli s'étouffer, quoi. Elle a failli mourir. Et en fait, le médecin qui passait, qui était le médecin de la résidence, finalement grabattérisait les malades. C'est très clair. Il leur donnait des pilules, des piqûres aussi, enfin avec des piqûres aussi, hein, qui les avachissaient complètement, si bien que même les plus droites et les plus belles et les plus bien en vie, elles finissaient par devenir complètement avachies. Et puis du coup, les fausses routes se multipliaient. Donc je veux dire qu'il y a aussi, j'ai aussi une expérience d'un ergothérapeute, mais si on lit le livre, on ne peut pas tout raconter bien sûr, mais une expérience aussi extrêmement très désagréable d'un ergothérapeute qui a essayé de lui mettre un coussin pour la faire tenir debout et puis finalement n'y est pas arrivé. Enfin, c'est toute une histoire, une tragicomédie autour de cette affaire-là. Je veux dire que là derrière, il y a quand même aussi la responsabilité du personnel médical et il faut aussi se dire que le personnel médical est là. Comme vous le disiez tout à l'heure, pour les laisser en vie le plus longtemps possible et bien, et non pas les avachir pour ne pas qu'ils dérangent les voisins. Oui, c'est ce qui s'est passé. On est là pour leur donner une qualité de vie. On ne cherche peut-être pas à les prolonger le plus longtemps possible. Nous sommes tout à fait d'accord, exactement. Ouais. Alors, il y a un problème aussi, c'est concernant les médicaments. Et ça, vous le dites très clairement dans votre livre. Ma mère était devenue, parmi tant d'autres, ce légume somnolent, dodelinant, ne gênant plus personne et gorgé de médicaments, tous plus agressifs les uns que les autres, qui avaient fini par lui rogner ses forces physiques et psychiques. Mais au moins, on avait la paix. Et le dit médecin n'avait besoin de se déranger que pour renouveler hebdomadairement l'ordonnance. Vous trouvez confronté, vous, parfois, à ce cas de figure où vous dites finalement il n'y a rien d'autre à faire qu'à lui administrer des médicaments à haute dose? Non, on essaye de faire autrement. Le médicament est bien sûr une aide. Là, je pense qu'on parle des troubles du comportement. C'est ça, les gens qui ont peut-être des troubles du comportement et qu'on aurait tendance à leur donner des psychotropes pour qu'ils soient plus adaptés à l'institution. Oui, c'est ça. Alors que dans une autre institution, on lui a enlevé ses médicaments et elle était à nouveau... On lutte contre ça. Un exemple, dans mon hôpital, dans beaucoup d'autres hôpitaux, la pose d'une contention, c'est-à-dire une personne âgée qui a tendance à tout le temps vouloir se lever, déambuler, qui peut-être risque de tomber. Donc on va lui mettre une contention, une sorte de ceinture. Et en fait, c'est une prescription médicale. Dans mon hôpital, et c'est pour une journée. Après, il y a une discussion d'équipe derrière. Voilà, on sait qu'il y a des actes, des gestes qui sont maltraitants. C'est maltraitant de donner plein de médicaments et d'abrutir la personne. Après, il faut trouver le juste milieu pour que cette personne ne soit pas non plus agressive envers un autre résident, ce qui peut aussi arriver.
Donc c'est un métier où vraiment on doit s'adapter en permanence à chaque situation, à chaque personne. Mais les médicaments, il y a quasiment 10% d'hospitalisation des personnes très âgées à cause des effets indésirables des médicaments. Donc, voilà. Ouais. Oui, donc ça confirme bien, ça conforte bien, hélas. Mais ça ne réconforte pas. Mais c'est aussi parfois parce qu'elles en prennent de trop, elles prennent les médicaments du mari, des choses comme ça. Ouais. Alors les gestes maltraitants, ils sont également dans les soins. Quand on pense aux soins pour les personnes âgées, on pense bien sûr aux incontinences. Là, vous en parlez, vous, allègrement, je dirais, dans votre livre. Hein. Oui, vous parlez des odeurs qui se multiplient, vous parlez de la difficulté. Je crois qu'on ne peut pas écrire un livre. Enfin, je suis écrivain et j'ai cette expérience-là. Il n'était pas possible de faire un livre sociologique plombant sur la question. J'ai vraiment voulu prendre de la distance et de l'humour et en même temps dire les choses. Ouais. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous dites que j'en parle allègrement. Oui. Mais j'ai entendu dire, alors je ne l'ai pas vu, hein, mais c'est une infirmière en herbe qui me l'a dit, qui faisait ses études d'infirmière, que dans certaines maisons de retraite, on leur injectait les repas à la seringue. Je l'ai entendu dire, hein, je ne l'ai pas vu. On leur injectait à la seringue, sucré, salé, enfin tout mélangé pour pouvoir les nourrir. Et puis à 1h et 2h de l'après-midi, on les mettait au lit jusqu'au lendemain. Est-ce que c'est vrai ? Je le dis dans mon livre, mais je dis que c'est une petite infirmière qui me l'a raconté. Elle est digne de foi, mais je ne l'ai pas vue moi-même. Ah, est-ce que vous l'avez vu, vous-même ? Ça existe, effectivement, voilà. Mais ça ne doit plus se voir. On a fait ça, je dirais, à une époque où on pensait bien faire. Là, c'est vraiment les personnes âgées en fin de vie qui n'arrivent plus à s'alimenter. On pensait bien faire, peut-être en donnant de cette façon-là, et on s'est rendu compte qu'on les gavait. Exactement. Et on doit laisser la liberté à la personne. Donc, la seringue, normalement, ne doit pas être un mode d'alimentation, sauf pour vraiment donner un médicament, des choses comme ça. Il y a un contrôle pour savoir si ça se fait toujours ou pas. C'est ça que je ne sais pas. Bah, après, c'est vraiment pour les maisons de retraite, il y a de tout dans les maisons de retraite. Dans les hôpitaux, je dirais qu'on est quand même de plus en plus formés tous. Hein. C'est pratique et on sait que c'est pas bien. Et il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Alors, et il y a encore beaucoup de travail. Alors, il y a deux questions essentielles qu'on se pose, et ça, vous allez sûrement pouvoir nous y répondre. La personne refuse de quitter sa maison pour aller en maison de retraite. Est-ce qu'on peut l'y obliger ? Nous, personnellement, on n'accueille pas les résidents. C'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de le premier contact. En fait, il y a donc cette visite de la résidence, un entretien avec la famille et le résident. Et ensuite, je demande à la famille de sortir. Et donc, je suis en tête-à-tête avec le résident. Et je lui demande si vraiment il souhaite, parce que c'est vrai que des fois, il y a une pression familiale. Alors, la plupart du temps, les résidents me disent, de toute manière, j'ai pas le choix. Je vois bien que c'est compliqué pour ma famille. Donc oui, je souhaite rentrer à la résidence. C'est déjà arrivé où les résidents vraiment n'étaient pas prêts, donc on ne va pas accueillir de force, c'est pas une prison, donc on ne peut pas accueillir de force une personne. Hein. Vous parliez d'individu, de citoyenneté, donc voilà, donc c'est comme ça qu'on procède. Et inversement, cette personne est dans la maison de retraite et veut la quitter. C'est vrai qu'elle jouit de tous ses droits, donc théoriquement elle peut le faire. C'est déjà arrivé. On a eu des résidents qui ont déménagé parce qu'ils voulaient finalement rejoindre des enfants en province. On a une dame qui ne se plaisait pas, qui a souhaité retourner au domicile, donc retourner dans son appartement. Et puis 2 mois après, elle nous a fait signe en disant non, finalement, je crois que je souhaite retourner. Mais je pense qu'elle avait besoin on a eu la chance de pouvoir l'accueillir, mais je crois qu'elle est allée jusqu'au bout de son choix. On l'a accompagnée dans sa démarche et elle est revenue. Et finalement, elle s'est intégrée d'autant plus facilement parce qu'elle s'est rendue compte d'elle-même que c'était plus possible. Je me permets d'ajouter vraiment ce qui est important. Nous, il y a plein de fois où on voit que les personnes âgées n'ont pas envie d'aller en maison de retraite et effectivement, on va retenter un retour à domicile, même si on sait qu'il est peut-être dangereux. La famille va me dire, mais il va retomber, il va peut-être se casser le col du fémur. Et nous, souvent, on dit, et alors, en fait, son choix, sa liberté, c'est de rentrer à la maison. Et puis peut-être qu'il se cassera le col du fémur dans les couloirs de la maison de retraite. Donc parfois, il faut oser prendre le risque. C'est vrai. Alors, concernant une autre question, c'est la famille qui se sent souvent coupable, on l'a vu avec madame, de placer sa personne âgée en long séjour. C'est vrai que le placement, c'est un mot qui laisse une impression désagréable d'abandon. Et donc, comment prendre en charge ce problème-là, puisque vous êtes vous-même confronté à cette situation ? Alors c'est vrai que c'est souvent difficile et douloureux pour les enfants. Notre rôle consiste à accueillir le résident et sa famille, puisque le résident est entouré de ses proches.
et de faire un travail en partenariat avec la famille pour ne pas exclure la famille de la résidence. La famille a son mot à dire, elle connaît le résident, donc elle nous aide en fait dans l'accompagnement du résident. Un mois après l'arrivée du résident, on fait un point avec la famille pour savoir quels sont ses ressentis, ses difficultés. C'est vrai qu'il y a des fois des choses qui peuvent nous échapper et on a besoin donc de la famille. Donc je crois que permettre aux proches, à la famille d'être partenaire, je crois que déjà c'est un pas. Alors, la personne âgée, souvent, hésite à dire qu'elle souffre. Là, c'est la question de la douleur qui est posée. Cette intensité de la douleur, est-ce qu'on peut aujourd'hui concrètement la mesurer ? On a formé nos équipes justement à l'accompagnement de la douleur et puis surtout avec des réglettes, on fait des tests auprès des résidents, que ce soit des résidents qui soient capables de s'exprimer ou des résidents en difficulté par rapport à des pertes de mémoire. Donc ça, maintenant, je crois que heureusement, on a bien avancé là-dessus. Oui, concernant la douleur, c'est vrai que les soins palliatifs, par exemple, connaissent depuis peu un essor assez récent. Oui, en particulier en gériatrie, parce que les personnes âgées ne sont souvent pas acceptées dans les unités de soins palliatifs. On prend des gens plus jeunes, qui ont des cancers ou des maladies comme le sida. Et c'est vrai que les personnes âgées souvent sont refusées parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc on tend à ouvrir des unités de soins palliatifs pour personnes âgées, gériatriques. Voilà. Alors, sinon, la prise en charge de la douleur, c'est fondamental. Quasiment 80% des personnes âgées à l'hôpital souffrent, ont une douleur physique. En ville, c'est 70 ou 75%. C'est énorme. Et certes, les réglettes, etc., mais c'est pas facile d'évaluer la douleur d'une personne âgée quand elle n'a plus les mots pour le dire, quand ce n'est que des grimaces. Donc, on a d'autres échelles où on regarde en fait le comportement de la personne. Vous avez des outils quand même concrets ? Oui, comme en fait pour les enfants, on a des échelles où par exemple pendant un soin douloureux, par exemple une toilette, on va regarder les attitudes de la personne, s'il y a des crispations, s'il y a des cris, etc. Et à partir de là, on va mettre un traitement contre la douleur en route. Alors c'est vrai que le médecin doit en toutes circonstances s'efforcer de soulager les souffrances du patient, de l'assister moralement, de l'accompagner jusqu'à ces derniers moments. Vous êtes bien sûr confronté au cas d'euthanasie. C'est une question, nous, sur cette chaîne, en tout cas catholique, qui nous préoccupe. Comment agir dans ces cas-là ? Est-ce que vous-même, vous avez été confronté à... Oui, alors... Oui, soit parfois c'est les familles qui le demandent. Et pour les familles, c'est insupportable de voir agonir son père, sa mère. Alors que finalement, la personne elle-même accepte cette fin de vie qui est finalement le point final à sa vie. Et parfois, même si elle est très très diminuée, elle a encore le plaisir de revoir un petit-fils, d'être un peu coucounée. Enfin, il y a parfois encore quelques plaisirs qu'il faut savoir alimenter. Parfois, il n'y en a plus. Mais alors, à ce moment-là, s'il y a suffisamment d'attention, une équipe derrière, cette fin de vie est acceptée. Et ça, nous, on doit le faire comprendre aux familles. Puisqu'évidemment, nous ne pratiquons pas l'euthanasie. Alors après, bien sûr qu'on va soulager une angoisse majeure, une angoisse de mort majeure. Ça arrive, même des gens très très âgés ont parfois des angoisses de mort terribles. Donc ça, on va soulager la personne, on va soulager la douleur, on va mettre éventuellement de la morphine. Mais la morphine, c'est pas le médicament forcément de la fin de vie, c'est un médicament contre la douleur, si on le donne à des doses adaptées. Alors il nous reste 3 minutes, malheureusement l'occasion de conclure. On va faire un tour de table. Pour vous, ce livre, ça a été également une forme de thérapie peut-être ou pas ? Une forme de thérapie, je ne crois pas. Je crois qu'il y avait une nécessité de dire un certain nombre de choses. Donc ce dialogue entre une mère qui vieillit et sa fille, et puis avec ce décor qui est celui de ces lieux de vie dont on a parlé ici. Mais c'était plutôt une nécessité de dire plutôt qu'une thérapie. Autrement dit, le fait d'avoir écrit le livre ne me délivre pas du tout, ni de mon indignation, ni de ma culpabilité. Oui. Et on peut vous demander si vous aviez finalement, au bout du compte, sans déflorer bien sûr ce livre, trouvé la bonne recette pour votre maman ? Je n'ai pas de bonne recette, sinon l'amour. Et l'amour, ça c'est le message que je voudrais faire passer. C'est l'amour, l'aimer, pas seulement l'aider, ni l'accompagner, mais l'aimer jusqu'au bout. C'est l'amour. Merci beaucoup pour ce beau témoignage.
Et vous, le mot de la fin pour vous, peut-être aussi? Moi, j'ai envie de... Enfin, c'est un mot d'espoir aussi, de dire que vivre en résidence aux personnes âgées, c'est possible dans des conditions dignes et voilà, en respectant au maximum la personne. Et voilà, c'est le témoignage que j'ai envie de donner aujourd'hui. Voilà. Et vous êtes fiers, bien sûr, de faire ce métier? Oui, bien sûr. Et c'est une super spécialisation. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus témoigner sur ce plateau de KTO Magazine. Deux mots pour vous dire que vous pouvez retrouver l'intégralité de ces émissions qui sont multidiffusées, vous savez, sur notre antenne, sur notre site internet www.ktotv.com. Vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions par rapport aux émissions chaque jour, et vous êtes près de 100 000 à venir consulter le site qui est uniquement un site donc en vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr trouver toutes les coordonnées de nos différents interlocuteurs du jour sur notre site internet à la date même de l'émission, et à très bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine. Au revoir.